Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 7 juillet. Vous n'avez pas pu le rater sur le port Hercule, le navire Normand Installer a accosté en Principauté. Mais à quoi va servir ce bateau de construction? La réponse dans quelques instants. Les grandes vacances scolaires ont démarré depuis une semaine à Monaco. Quelles sont les activités prévues pour vos enfants durant les prochaines semaines? Sandrine Patois, la directrice du centre de loisirs Prince Albert II, dévoilera justement les nombreuses animations qui les attendent. Et puis nous vous emmènerons au cœur de l'entraînement du 15 de France. Les hommes de Fabien Galtier sont pendant 2 semaines sur les terrains du Stade Louis II pour être au meilleur de leur forme en prévision de la Coupe du Monde de rugby. Rigueur et travail sont, vous le verrez, les maîtres mots. Les jeunes cavaliers de l'équipe équestre monégasque sont de leur côté en pleine préparation pour les championnats d'Europe de saut d'obstacles. Reportage à suivre dans ce journal. Et pour finir, direction la deuxième soirée estivale du Fort Antoine. Les spectateurs ont pu découvrir hier soir un spectacle d'orgue intitulé Le Grand Voyage. Mais nous débutons ce journal avec la maison numérique. Elle a été inaugurée en présence du souverain et de plusieurs personnalités de la principauté. Portée par le gouvernement princier, par Monaco Télécom et par la mairie, ce nouveau lieu offre désormais un accompagnement de proximité sur le numérique. Je vous propose d'écouter Frédéric Ginta, délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique à ce sujet. La maison du numérique, sa première mission, c'est inclure, c'est aider. Aujourd'hui, Monaco a créé un écosystème numérique avec beaucoup de services. L'immense majorité des services dont les gens ont besoin. Mais tout ça ne marche pas si les gens n'utilisent pas. Et donc la maison numérique va faire 3 choses. Aider les gens avec leurs outils numériques, mon téléphone, ma télé, mon PC. Les former à maîtriser le numérique, mes démarches en ligne, faire un CV, une lettre de motivation, maîtriser mieux Internet et se former au savoir dont ils auront besoin aujourd'hui et demain, l'intelligence artificielle, la blockchain, ces sujets-là aussi. Donc on est vraiment sur aider, former et se développer. Dans le cadre du programme de transformation numérique de la Principauté, l'ouverture de la maison du numérique représente une étape majeure pour le pays, comme le confirme Xavier Niel, actionnaire majoritaire de Monaco Télécom. Écoutez-le. Ce que j'aime bien à Monaco, c'est que c'est un territoire suffisamment petit dans lequel on peut mettre en place des expérimentations, avoir des idées différentes. Et pour nous, c'est un endroit fantastique parce qu'on peut avoir sur un peu moins de 40 000 personnes, la possibilité de tester des choses. Et je pense que ça va dans ce sens-là. On a un pays extrêmement attaché, et vous le savez, son souverain à tout ce qui est... comment on va être capable de transformer la société pour rendre le monde plus durable. L'idée, c'est quand même qu'est-ce qu'on est capable d'inventer, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre de manière différente. Vous le savez, Monaco était le premier pays intégralement couvert en 5G. J'espère qu'on va faire la même chose sur la fibre optique. Mais comment on est capable d'innover et de faire des innovations différentes qu'on n'est pas capable de trouver ailleurs. Ces propos étaient recueillis par Vanessa Dessy sur des images de Sylvain Péroumal. Vous l'avez certainement remarqué, un navire de la flotte SBM Offshore a fait escale en Principauté. Ce navire de construction polyvalent haut de gamme a été missionné pour réaliser les travaux du projet Provence Grand Large. Le souverain est monté à bord ce jeudi matin. Vanessa Dessy et Hugo Comassa l'ont suivi. C'est un navire de construction polyvalent spécialisé dans les activités d'installation et de construction en mer. Le Normand Installer est capable de réaliser une large gamme de travaux lourds et d'opérer à des profondeurs d'eau pouvant atteindre 3000 mètres. Le navire a installé des centaines de lignes d'ancrage en eau profonde et 25 plateformes de grande taille sur la plupart des continents. Le bateau il est à peu près 123 mètres de longueur pour 28 mètres de largeur. Il peut accommoder environ 100 personnes à son intérieur et il y a un poids de 15 000 tonnes. Il a opéré partout dans le monde. C'est un bateau du 2006 qui a été conçu grâce à l'expérience conjointe de la SBM Offshore et de la Solstad, une compagnie norvégienne. Et donc ça a été vraiment construit avec toute notre expérience pour faire un bateau qui soit à la fois puissant, versatile et qui
puisse opérer dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité pour nos clients. Le navire jouera un rôle majeur dans l'installation de la ferme éolienne flottante Provence Grand Large en face de Marseille pour EDF. Ce projet pilote de nouvelle génération est situé à 17 km au large du golfe de Fos, à 100 mètres de profondeur d'eau, reposant sur une innovation technologique. 3 éoliennes seront installées sur des flotteurs à ligne d'ancrage tendue, conçus, développés et installés par SBM Offshore. La raison de l'escale du Normandie Solar à Monaco, c'est qu'il se trouve en route pour aller installer la première ferme éolienne flottante dans la Méditerranée. Cette ferme éolienne flottante, ça fait partie des nouveaux types de projets dans les renouvelables que SBM est en train de lancer. Donc c'est basé sur des éléments flottants qui ont été développés et conçus complètement ici à Monaco, par nos équipes à Monaco. C'est quelque chose qui est très innovant, aussi puisque avec notre ligne d'ancrage tendu, et ça c'est une première mondiale, on aura le minimum d'impact sur les fonds d'eau marins et sur les écosystèmes, qui c'est très important aujourd'hui. Les objectifs de ce projet pilote sont multiples: réussir une innovation majeure, démontrer la faisabilité technique et économique des éoliennes flottantes, acquérir un retour d'expérience environnementale en conditions réelles et développer une nouvelle source de production d'énergie renouvelable. Cette ferme éolienne aura donc la capacité de production d'environ 25 MWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de 45 000 personnes. Dans le cadre du Monaco Energy Bot Challenge qui a lieu cette semaine en Principauté, la 4e table ronde du Monaco Hydrogen Working s'est tenue ce vendredi. Organisée par Monaco Energy Transition, par la Fondation Prince Albert II et par le Yacht Club, ce rendez-vous s'intéresse à la prise en compte des technologies pour l'industrie maritime et de plaisance, rassemblant des acteurs gouvernementaux et institutionnels monégasques, français et internationaux, ainsi que des développeurs de projets dans le domaine de l'hydrogène. L'initiative met en lumière la situation actuelle et fait un point précis sur la technologie. Depuis une semaine, les grandes vacances scolaires ont débuté à Monaco. Des congés synonymes pour le centre de loisirs Prince Albert II, 2 périodes intenses d'activité. Pour nous parler du programme de cet été, nous recevons la responsable du centre, Sandrine Patois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, comment s'est passée cette toute première semaine au centre de loisirs? Cette première semaine s'est très bien passée pour nous. On est au niveau des effectifs, on est complet. On a accueilli donc 300 enfants chaque jour. Il y avait donc 45 animateurs présents pour que l'accueil se passe au mieux, pour qu'on puisse respecter aussi les quotas pour les maternelles et pour les élémentaires. Donc vraiment voilà, un accueil réussi. Quelles sont justement les conditions d'admission pour ces enfants présents? Pour qu'un enfant puisse bénéficier des activités du centre de loisirs, il doit être scolarisé à Monaco, avoir entre 3 et 13 ans et les 2 parents doivent travailler. Au niveau des activités, j'ai vu sur votre planning qu'il se passait énormément de choses. Voilà, sans nous dire dans le détail tout ce qui est prévu, mais voilà, quelles sont les grandes tendances des activités proposées pour cet été 2023 ? Comme chaque été, c'est vrai qu'on essaie vraiment d'optimiser le magnifique lieu qui est mis à disposition des enfants. Donc on essaie vraiment de faire beaucoup d'activités en extérieur, dans la Pinède ou sur nos terrains de sport. Au niveau des intervenants, on a un petit peu des nouveautés. Donc on a Bon Ton Club qui vient nous faire de l'initiation à la calligraphie. Après, on va avoir un graffeur qui va nous permettre de pouvoir décorer certaines surfaces. On va mettre en place, mais ça, il ne faut pas le dire encore aux enfants, un laser game dans la Pinède. Et après, voilà, on a aussi des activités en extérieur. Comment vous adaptez-vous finalement à l'évolution des enfants, au changement de leur centre d'intérêt de génération en génération et même parfois d'année en année? On essaie quand même aussi de garder des choses qu'ils aiment. Un enfant aimera toujours faire de la pâte à modeler, même si nous-mêmes, quand on était enfant, on aimait faire cela. Donc on a des temps aussi où on fait ces activités-là. Mais de plus en plus, on leur donne le choix. C'est-à-dire que les enfants peuvent, dès le matin, choisir dans une panel d'activités, l'activité qu'ils souhaitent faire ce jour-là. Après, on utilise aussi des réunions enfants où l'enfant a la parole et il peut nous donner des idées pour les plannings des semaines qui se suivent. Vous en avez parlé il y a quelques instants, mais vous avez une capacité d'accueil de 300 enfants dans un cadre magnifique et surtout très arboré. C'est vrai que ce lieu incroyable est vraiment propice au développement de nombreuses activités.
Tout à fait. On a vraiment cette chance et ce privilège de pouvoir organiser à la fois des jeux de piste importants où on peut passer plusieurs heures à chercher quelque chose, tout comme être dans des salles tout à fait adaptées aux maternelles comme aux élémentaires, où on peut faire des ateliers scientifiques, des ateliers cuisine. Tout est mis en place pour qu'on puisse faire vraiment un panel très large d'activités. Au niveau de la restauration, vous passez toute la journée avec les enfants de 8h à 18h30. Comment se passent les repas ? Au niveau de la restauration, on a ici 2 cantines, 2 restaurants scolaires, un pour les élémentaires, un pour les maternelles. Et dans ces 2 réfectoires, il y a 2 services, un à 11h30 et un à 12h30. Mais étant donné qu'on est très nombreux, on a mis aussi en place des repas en salle. Donc là, c'est vraiment pour les plus grands, pour les faire gagner en autonomie. Donc on leur met à disposition les couverts et toute la nourriture. Et eux donc, vont mettre la table, vont appeler la cuisine pour qu'on leur envoie les plats les uns après les autres. Et il y a vraiment cette autonomie, ce qui fait que ça soulage les cantines et que les enfants dans les salles peuvent aussi manger avec un volume sonore agréable. Il y a aussi chaque jour un groupe qui est en pique-nique, puisque comme on vous l'a dit, le site est très grand et il y a aussi beaucoup d'endroits ombragés. Et donc les groupes aiment bien se réfugier dans ces petits coins-là pour pouvoir pique-niquer dans la nature. Vous nous l'avez dit au début de cette interview, vous êtes complet pour cette semaine. Comment ça va se passer pour les semaines à venir? Est-ce que vous avez encore de la place au centre de loisirs? Pour le mois de juillet, il n'y a plus de place. C'est vraiment complet jusqu'à la fin du mois. En revanche, les inscriptions d'août sont encore ouvertes jusqu'à ce soir d'ailleurs. Et voilà, il y a plus de place en août, c'est vrai, qu'au mois de juillet. Merci beaucoup à vous, Sandrine Patois, d'avoir accepté notre invitation Merci. sur Monaco Info pour nous parler des activités estivales au centre de loisirs Prince Albert II. Merci. Et eux ne sont pas en vacances. Les joueurs de rugby français sont en plein travail avant la Coupe du Monde de rugby. Elle arrive en effet à grands pas et se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre prochain. Pour sa préparation, le 15 de France est depuis dimanche en stage à Monaco. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal ont suivi l'un de leurs entraînements au Stade Louis II. Reportage. Cela fait 4 ans que les Bleus du 15 de France attendent ce moment, tels des sprinters dans des starting blocks. Ils ouvriront d'ailleurs le bal face aux All Blacks le 8 septembre au Stade de France. À 2 mois de ce rendez-vous mondial, les joueurs prennent cette préparation dans la bonne humeur, mais avec sérieux, sous une chaleur éreintante. La liste n'est pas encore définitive. Sur 42 rugbymen, il n'en restera que 33 le 21 août, les 33 joueurs sélectionnés pour le mondial. L'objectif, c'est d'être, même pas dans les 33, c'est d'être les meilleurs des 33 pour faire partie de cette Coupe du Monde, parce que l'objectif, il est beau pour nous, c'est de faire la meilleure préparation pour la meilleure Coupe du Monde possible. Parmi les jeunes joueurs qui pourraient faire partie de cette liste définitive, Émilien Gaëton, 19 ans. On devrait très prochainement entendre parler de lui. Pour sa première année en top 14, il a inscrit 14 essais en 24 matchs et termine meilleur marqueur de la saison. N'importe qui soit dans cette sélection doit gagner son maillot et le maillot n'est jamais acquis, donc ça c'est bien. Émilien, voilà, j'étais un peu à sa place il y a 4 ans et voilà, il amène beaucoup d'excitation, beaucoup d'insouciance et ça fait énormément de bien au groupe. Ouais. Comme il dit, d'insouciance, beaucoup d'excitation parce que j'essaie de donner le meilleur de moi-même et apprendre beaucoup. Voilà, je joue avec des garçons qui ont 5-7 ans de plus de maturité que moi en rugby et du coup j'apprends beaucoup. Ce n'est pas la première fois que des joueurs de l'équipe de France s'entraînent à Monaco. En 2019, le staff était déjà venu pour un stage avant le mondial au Japon. C'est juste parfait, le stade est magnifique, on a la salle de musculation au bout du terrain, l'hôtel à 20 mètres, on est dans des conditions parfaites. Il fait peut-être un petit peu trop chaud, quelques degrés de moins ça aurait été bien, mais bon, on va pas se plaindre. Ce stage de préparation s'achèvera le vendredi 14 juillet. Avant cela, ce mardi, le public pourra assister à l'entraînement au Stade Louis II à partir de 13h. Et parmi les animations prévues, une séance de dédicace sur le parvis du stade. Les places étant limitées à 3600 personnes, la plateforme d'inscription en ligne est disponible dès à présent. Il vous suffit de taper sur le net « France Rugby Entraînement ». On reste dans le domaine du sport, mais nous nous intéressons à une toute autre discipline, l'équitation. L'équipe monégasque de jeunes cavaliers sélectionnés pour les championnats d'Europe de saut d'obstacles ont réalisé en début de semaine un stage de cohésion au domaine de Barbossy. Une première pour ces jeunes filles qui vont concourir ensemble, le tout encadré par le Français Philippe Rosier, champion olympique. Sur place, Émilie Terrasson et Olivier Bonello.
Elles sont 9 jeunes cavalières de l'équipe monégasque à être sélectionnées pour les championnats d'Europe de saut d'obstacles. Sur 2 journées, elles ont réalisé un stage de cohésion encadré par le champion olympique multimédaillé Philippe Rosier. Un moment important pour cette épreuve qui se déroulera en équipe. Chacun un petit peu dans son coin, à droite à gauche, on n'est pas tous dans les mêmes écuries, et moi encore moins. Donc l'idée c'était de regrouper tout le monde pendant 2 jours, de faire un stage de cohésion. Pour moi c'est important de les connaître à pied aussi, pour essayer d'aller les repousser dans leurs limites pour les championnats. Parce que là on part quand même pour une semaine entière ensemble de championnat à Gorla en Italie. Donc voilà, l'idée c'est ça, et pour l'instant ça se passe très bien. Maintenant on va essayer d'être bon et de bien représenter Monaco. 150 km de pistes sont mis à leur disposition au cœur du domaine de Barbossy à Mondelula-Napoule. L'équipe des Children âgés de 12 à 14 ans et celle des juniors de 15 à 18 ans profitent de ce stage pour se ressourcer, se retrouver et s'entraîner. C'est rassurant aussi de savoir qu'on est entraîné par quelqu'un qui sait et qui comprend ce qu'on ressent aussi. Grâce à ce stage et à leur travail, elles espèrent toucher du doigt leurs rêves, ramener de belles médailles. Elle représente énormément parce que déjà je vais représenter mon pays et c'est comme un rêve depuis que je suis toute petite de faire les championnats d'Europe. Je me suis toujours dit que je voudrais y arriver un jour, donc franchement c'est super beau. Ce week-end, les cavalières partent pour le championnat avant de monter en selle pour la compétition qui se déroulera à partir de lundi en Italie. Et nous souhaitons évidemment bonne chance à toutes nos cavalières monégasques en vue de ce grand rendez-vous. Un nouveau directeur artistique adjoint vient d'être nommé à la SBM. Il s'agit de Alfonso Ciula. Ses précédentes fonctions en tant que directeur artistique du Grimaldi Forum de 2001 à juin 2023 sont un atout précieux pour cette nouvelle mission. Il mettra ainsi à profit sa longue expérience en principauté pour seconder Gilles Marsan avant de lui succéder en fin d'année. Une nomination qui intervient dans le cadre de la stratégie de réorganisation du groupe mise en œuvre par le président délégué Stéphane Valéry. Hier soir, au Monte Carlo Beach Club, s'est tenue une summer party pour célébrer les 50 ans du Monaco Ambassadors Club. Le prince Albert II a participé à cette belle soirée qui rendait hommage au groupement créé en 1973 à l'initiative de la princesse Grace et du prince Régnier III. Axé sur l'environnement, le bien-être, la culture et le sport, le Monaco Ambassadors Club permet à ses membres d'échanger sur différentes thématiques et de tisser des liens professionnels. Un nouveau projet artistique a vu le jour à Monaco, Collect MC. Pensé par Tiffany Agoun et Stefania Angelini, il permet de découvrir le travail d'artistes émergents et d'artistes issus d'institutions régionales à travers 2 expositions par an. La première s'intitule Substance et se tiendra à l'espace Saint-André jusqu'au 29 juillet. Elle met en avant le travail de plusieurs artistes qui ont puisé leur inspiration dans la Grèce antique. Si vous voulez la découvrir, elle est ouverte du jeudi au samedi de 15h à 18h. L'entrée y est libre. À l'occasion de la 18e édition du Festival international d'orgue de Monaco, les spectateurs du Théâtre du Fort-Antoine ont pu découvrir le spectacle Le Grand Voyage. Sur scène, le duo de comédiens et organistes Les Colporteurs, un moment de partage entre histoire et rire que vous font découvrir Alban Gingembre, Clélia Renaud et Émilie Terrasson. Un voyage tout en musique. Pour la première fois en extérieur, Mr Mix et Monsieur Max, le surnom des 2 comédiens, ont interprété leur spectacle en plein air. C'est totalement nouveau. De jouer de l'orgue dehors, c'est un rêve d'organiste un peu. C'est assez drôle, surtout là avec la mer derrière nous. Mais non, ce qui est amusant, c'est qu'on raconte dans ce spectacle l'histoire du baron de l'épée, qui était un personnage un peu fantasque, qui s'était fait construire un orgue dans un château au Pays Basque, un orgue énorme, un orgue de cathédrale. Et en fait, lui, il ouvrait les fenêtres et il improvisait face à l'océan le soir. Bon, on revit un peu la scène ici à Monaco, donc c'est assez sympa ça. Un jeu en plein air donc, mais toujours dans le partage avec le public. En plus de l'orgue numérique, différents instruments sont joués sur scène. Certains proviennent même de leur imagination. Mais c'est des vrais tuyaux bois, un peu comme des flûtes, des grosses flûtes qu'on retrouve dans les orgues, dans les vrais orgues. On a essayé d'imaginer le premier orgue. Qu'est-ce que ça devait être le premier orgue? Une sorte d'assemblage de tuyaux. Amis depuis l'enfance, il désacralise l'orgue en le rendant accessible à tous. Entre humour et histoire de l'orgue, le public est transporté à travers les époques et les styles.
Et je crois même que le diable ne doit pas être très heureux que cet ouvrage d'art soit là pour rappeler l'une de ses mésaventures. Alors il y a des choses vraies, les 3/4 sont quand même vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu fantasmées ou un peu délirantes. Voilà, on remonte de la préhistoire jusqu'à à nos jours avec un auteur contemporain à la fin. Donc on fait tous les mouvements, les courants, l'Antiquité, la Renaissance, etc. Pour cette 18e édition du Festival d'Orgue, 2 autres concerts seront joués à la cathédrale avant la fin de la semaine prochaine. Et concernant le prochain rendez-vous du Fort Antoine, il sera lui le 11 juillet. Vous pourrez alors découvrir le spectacle intitulé « La bombe humaine ». Comme chaque soir, on vous propose de faire un point sur vos prévisions météo avec, je crois, de belles nouvelles pour ce 2e week-end de juillet. Bonsoir Justin Hadel. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pour commencer son week-end, rien de mieux que du soleil avec des températures bien au-delà des normales de saison. 23 à 30 degrés sont attendus. Quelques nuages très furtifs passeront dans le ciel monégasque au cours de la journée, tout comme quelques rafales de vent. L'occasion donc d'aller se baigner à Monaco. La température de l'eau devrait atteindre les 25 degrés. L'indice UV sera quant à lui de 8. La crème solaire vous est donc recommandée. Le soleil se lèvera à 5h54 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 21h15. En ce 8 juillet, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à tous les Thibauts. On vous a dévoilé dans notre édition précédente un reportage complet sur la nouvelle exposition du Grimaldi Forum Monet en pleine lumière. Alors qu'elle ouvrira ses portes aux visiteurs demain, le prince Albert II a pu aller découvrir hier à l'avant-première la centaine d'œuvres exposées. Manuel Vitali, notre photographe, a immortalisé cette visite. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau tour d'horizon de votre actualité en principauté. À très vite.